5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Au bout des négociations entre partenaires sociaux et gouvernement, les travailleurs béninois ont vu leur salaire augmenter depuis. Donc chacun y va de son commentaire. Si tous s'accordent à reconnaître qu'il s'agit bien évidemment d'une bouffée d'oxygène pour apaiser une respiration sociale presque à l'agonie. Pour certains, il s'agit de la mise en branle du haut plan social. Pour d'autres, le timing choisi est symptomatique d'un calcul politique bien réalisé par un capitaine qui distille des passes décisives à ses coéquipiers. En tout cas, nous, ce matin, nous menons la réflexion sur, évidemment, dans le forum de discussion. Et puis, on revient sur le discours sur l'état de la nation, où pour une première fois, le chef de l'État s'est étendu sur près de 3 quarts d'heure afin d'évoquer divers sujets liés à la vie de notre pays et dire son au revoir à la 8e législature. Et on revient, bien sûr, sur cette actualité liée à la CEDEAO qui entend mettre sur pied une force anti-putsch et anti-terroriste. Là, est-il faisable? On en parle tout à l'heure et on finit avec la RDC qui enterre ces morts qui se comptent par centaines dans ce conflit qui oppose les forces de défense aux rebelles du M23. Dans son adresse à la nation, Félix Tshisekedi Tshilombo dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda qu'il accuse de mener, je cite, une agression lâche de la RDC sous couvert du M23. L'intention est plus que jamais vive. Pour parler de ces différents sujets, je reçois pour vous ce matin Joël Tchogwe, journaliste, analyste politique, sociologue. Bonjour et bienvenue Joël. Bonjour Amand et bonjour à tous. En face de lui ce matin, Moïse Dosumo, directeur de publication du quotidien Fraternité. Bonjour Moïse. Bonjour Eman, bonjour mesdames, messieurs. Et on sera rejoint tout à l'heure par Oumar Adeni Andjou qui visiblement est retenu par les bouchons. 5 sur 7 matin, le forum de discussion, on y va. Avec vous Joël Tchogwe, on parle de cette revalorisation salariale et du gain politique que cela pourra générer pour Patrice Talon, président de la République. Mais avant l'acte en lui-même, vous êtes sociologue de formation, bien sûr, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Comment est-ce qu'on peut analyser quelles sont les répercussions du point de vue social que cette revalorisation salariale pourra avoir sur les travailleurs? Merci Aman pour cette question. Je pense que c'est la toute première fois que j'ai l'occasion d'opiner sur cette actualité relative bien sûr à la revalorisation des salaires annoncés depuis quelques mois. Il y a eu quelques frictions, il y a eu un peu des craintes qui ont gagné peut-être en temps le cœur de certains citoyens, notamment les travailleurs du secteur public. Mais fort heureusement, je crois que le gouvernement a fini par faire droit à leurs revendications. Et aujourd'hui, nous en sommes là à parler de l'effectivité de cette revalorisation des salaires. Alors, de facto, ce qu'il faut déjà commencer par comprendre, nous sommes dans les couloirs de l'administration publique avec des agents qui sont dans des liens contractuels avec l'État. L'État employeur, l'État qui utilise, qui a sollicité et a obtenu de leur part des compétences dans des projets précis, dans le fonctionnement général de l'État, puisque vous savez que l'administration publique, c'est le bras opérationnel technique donc, du gouvernement à qui nous avons délégué le pouvoir pour pouvoir influencer ou conduire une certaine politique sur une période donnée. Et donc, en guise de compensation des compétences que l'État sollicite et l'État utilise auprès donc, de ses concitoyens, il y a ce qu'on appelle donc le salaire. Et le salaire, dans notre pays, un peu comme c'est le cas dans plusieurs autres pays, est mensuel. Alors, la mensualisation du salaire avec le plafonnement financier qui va avec, ensuite, en lien aussi avec l'évolution aussi du pouvoir d'achat, disons, les contre-coups également économiques qui sont devant nous, que nous observons. On vient de quitter une pandémie. Je ne dirais pas que nous sommes sortis de l'auberge complètement, mais nous avons encore des effets de cette pandémie que nous ressentons tous les jours. Nous avons la guerre russo-ukrainienne qui également fait donc ses effets. Et même bien avant ces deux phénomènes qui cristallisent aujourd'hui les opinions,
c'est de bon ton que dans l'évolution normale des choses, hier, le coût de la vie n'est pas ce qui est aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était normal qu'à un moment donné, on puisse effectivement regarder donc sur le tableau de bord et évaluer le pouvoir d'achat de nos concitoyens et voir un peu quel est l'effort contributif que l'État pouvait faire. Et quand on rentre dans cette réflexion, on se rend bien évidemment compte que le malaise social ou les crises sociales que nous avons la plupart du temps ne sont que l'expression des reflux d'angoisse, des reflux de frustration ou, dans une certaine mesure, les citoyens qui sont, disons, en proie, disons, à la pauvreté chronique ou à la pauvreté monétaire, parce que ça existe aussi, à un moment donné, lorsqu'ils n'ont plus d'issue, ils n'ont plus de choix pour pouvoir faire face aux besoins du quotidien, évidemment que les liens de solidarité, les liens, disons, de résilience aussi, peuvent à un moment donné être amenés à se rompre. Et donc, c'est tenant compte de tout ceci que je crois que le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, on a dû faire le constat qu'il fallait aller véritablement vers la revalorisation des salaires. Maintenant, au-delà, cette revalorisation des salaires, c'est comme un filet social. Parce que là, on va injecter énormément d'argent dans ce mécanisme-là. On veut redistribuer un peu, disons, la richesse nationale qui a été produite ces dernières années. Je l'ai toujours dit ici dans ce studio que lorsque vous demandez à des gens de faire des sacrifices, à un moment donné, il faut pouvoir également trouver les mécanismes pour desserrer un peu les ceintures et huiler la machine pour créer des exutoires afin que les canaux d'aération au plan social soient bien évidemment puissent connaître une dynamique donnée. Et aujourd'hui, je suis tout à fait heureux pour ces travailleurs qui, dès la fin de ce mois, vont constater sur leur virement, je crois bien, les augmentations de salaire. On ne peut pas dire aussi que c'est, disons, c'est l'idéal absolu souhaité, mais c'est déjà peut-être un grand pas dans le bon sens, comme on pourrait le dire, et pourquoi pas espérer qu'on puisse redoubler d'ardeur pour augmenter le niveau de production de la richesse nationale afin qu'on puisse quitter le SMIC 52 000. Le chef de l'État est le premier à le reconnaître. Ça ne suffit pas pour un citoyen qui veut vivre dans une certaine zone du pays, même dans les campagnes. Ce n'est pas évident de vivre avec 52 000. Et donc, le souhait, c'est que les moyens puissent permettre à l'État demain qu'on aille peut-être à 100 000 de SMIC. Ailleurs, c'est les 50 000 dont on parle, c'est des frais de carburation pour de jeunes stagiaires qui sont ailleurs. Donc, je crois que le Bénin également peut tutoyer ces grandes nations, pourquoi pas. Alors, on ne peut s'empêcher justement de revenir quand même sur, je vais dire, la réflexion de certaines personnes liées à cette actualité. Je me tourne vers vous, Moïse de Soumont. Quand on observe le timing dans lequel tout ceci a été orchestré, nous sommes à la veille donc, des législatives du 8 janvier 2023 et beaucoup de mauvaises ou bonnes langues, je ne sais si comment les qualifier, mais beaucoup de langues quand même estiment, il y a une certaine frange de l'opinion qui estime évidemment que voilà, le chef de l'État a attendu la veille des élections pour sortir cette annonce afin de booster bien évidemment la campagne de ces partis politiques qui jouent pour la majorité ou qui jurent sur la majorité présidentielle. D'ailleurs, le secrétaire exécutif national du parti FCBE et chef de file de l'opposition Paul Wongpé a d'ailleurs parlé de saupoudrage à des fins électoralistes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est son opinion. Je pense aussi que le chef de l'État devrait, disons, faire cette augmentation un peu plus tôt. Parce qu'il a annoncé déjà au début de l'année. Et quand cette annonce a été faite venant de sa propre bouche, les travailleurs s'attendaient, en tout cas sur le secteur public, à avoir cette revalorisation dans les mois qui suivent. Mais curieusement, c'est allé jusqu'à la fin de l'année et c'est au cours du dernier mois de l'année que ce sera effectif. Disons mieux vaut tard que jamais. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose en soi, c'est très positif que le gouvernement ait pu penser à revaloriser un peu les salaires. Quant à votre question, est-ce que le timing, bon, quoi qu'on dise, on va toujours penser que ça a des visées électoralistes, quoi qu'on dise. Mais le plus important, je pense que c'est le profit que les travailleurs en tirent. Ceux parmi eux qui estiment
que pour ça, il faut aller dans le sens des, disons, des listes de la mouvance lors des élections à venir, c'est tant mieux, c'est leur choix. Ceux qui diront que ça leur est égal, que validation ou pas, qui diront dans le sens contraire, c'est également leur choix. Donc moi, je ne voudrais pas m'attarder sur cette affaire de timing. Je considère que c'est positif. Mais dans le même temps, je pense que il faut beaucoup plus travailler, disons, à rendre plus accessibles les services essentiels aux populations. Parce que ouais, cette affaire de revalorisation, on parle même de sursalaire, c'est-à-dire que le salaire même reste et qu'on a ajouté quelque chose en plus. Et certains langues disent même que si les conditions économiques ne sont plus favorables, que le sursalaire là pourrait être retranché parce que ce n'est pas un droit acquis. Ça se dit, il faudrait encore creuser davantage pour comprendre ce qu'il en est. Mais moi, je pense qu'il faut beaucoup plus rendre accessibles les services essentiels aux populations. C'est ça qui est déterminant. Que les gens, quel que soit ce qu'ils gagnent, puissent inscrire facilement leurs enfants à l'école, puissent manger plus ou moins à leur faim, puissent se soigner convenablement. Je pense que si ces canaux-là sont mis en place et que quel que soit ce que vous gagnez, vos besoins les plus vitaux sont plus ou moins satisfaits, on peut ne pas aller dans le sens de la revalorisation. Parce que la revalorisation, c'est quoi? Ceux qui avaient, disons, les anciens salaires et qui tiraient plus ou moins le diable par la queue ne sont pas pour autant sortis de l'affaire avec le nouveau salaire. Mais aussi, il y a des augmentations de plus de 50%. Parce que quand il y a augmentation, du coup, cela entraîne la surenchère sur le marché. C'est automatique. Parce que tout le monde sait que vous gagnez mieux. Et les prix connaissent une hausse en même temps. Alors que vous pensiez, avec le surplus qu'on vous donne maintenant, pouvoir souffler, mais non, c'est faux. Déjà, le ménage va exiger plus. Vous allez sur le marché, vous dépensez plus. Les besoins les plus essentiels augmentent. Et finalement, on se demande, mais on doit augmenter substantiellement le salaire à plus de 50%. Mais voilà que les réalités demeurent les mêmes. Et le surplus là ne parvient même pas à se tirer d'affaires. C'est pourquoi je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur les services essentiels, de sorte que quels que soient les gains que vous avez, vous puissiez vous en sortir tout au moins sur le plan des besoins vitaux. Très bien. Joël, je me tourne vers vous à présent pour savoir le gain politique de cette action quand même qualifiée de hautement sociale. Non, évidemment que cela représente un gain certain pour le pouvoir. Vous n'allez pas empêcher les 4 partis politiques qui sont en lice actuellement, je pense au Bloc républicain, l'UP, le Renouveau, l'UDBN et puis Mouel Bénin, qui veulent assumer cet héritage de Patrice Talon. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Et nous recevons des acteurs politiques également au-dessus, nous échangeons avec eux. Vous constatez clairement que tout ce que le régime fait en termes de réalisation dans les secteurs infrastructurels, sanitaires, éducatifs, économiques et tout ce qui va avec, c'est ce bilan que visiblement les candidats qui se positionnent sur la liste des partis du pouvoir, c'est ce bilan qu'ils veulent vendre, c'est cette offre-là qu'ils veulent défendre. Et quand vous entendez déjà même, puisque nous ne sommes pas en campagne, mais les acteurs politiques ont l'art de contourner peut-être subtilement, disons, les règles préétablies quand même pour essayer de sécuriser leur électorat. Et au cours donc de ces activités que nous observons ces derniers temps, il n'est pas, c'est un secret de polichinelle que ça se voit déjà. Et dans notre pays, le Bénin, je crois qu'il va falloir peut-être faire un effort. C'est vrai, le chef de l'État a attendu décembre pour faire l'annonce et nous sommes à la lisière de la campagne qui doit démarrer le 23 décembre prochain. L'annonce est intervenue il y a seulement quelques jours et on dit que c'est à effet immédiat. Ça voudra dire que ce surplus de salaire, ou bien cette revalorisation, les effets positifs seront constatés dans les plats. Nous serons en pleine période de fêtes de fin d'année. Et donc, les gens qui iront au guichet récupérer leur salaire vers la fin du mois pourront davantage peut-être doubler. Et un peu comme avant de commencer par voir que la dynamique de la hausse des prix suivra en même temps les mois qui vont suivre. Mais pour le moment, le premier mois,
Les gens pourront donc s'offrir voilà, tout ce que vous savez, les pâtes alimentaires et puis tout ce qu'il y a comme boisson, et pourront manger à satiété. Et curieusement, il se trouve aussi que l'élection aura lieu dans une période de fête de fin d'année où nous sortirons, disons, on va dire quoi, de décembre. Le 8 décembre, il y a l'élection. Donc, la période, je me suis posé une question. On pourrait peut-être dire pourquoi même ne pas l'avoir fait début novembre comme on l'avait promis. On n'a pas fait. On a entendu le gouvernement dire qu'il fallait faire des réajustements pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination aussi, qu'on n'explose pas le système de l'intérieur avec des variétés, des discordances sur l'échelle salariale qu'un patron ou son subalterne, son collaborateur pouvait gagner. Mais ça, nous sommes dans la communication institutionnelle et dans la communication publique, dans la parole publique. Et devant cette parole publique, moi je prends du recul. Mais au plan politique, les 4 partis, et je continue de croire que l'argument dominant, l'argument dominant qui va influencer le cours de cette campagne électorale va être basé sur cette notion de revalorisation des salaires. Et ça, nous sommes dans le quotidien, dans le vécu pratique des concitoyens. Celui qui va au guichet et constate qu'il gagne 100 000, mais subitement il se retrouve à 140 000. Celui-là, si vous lui dites votez, s'il n'est pas d'une certaine maturité, il peut renoncer à ses convictions d'hier. Il peut renoncer à ses certitudes d'hier. Et donc, je crois que rien n'est fait au hasard dans l'agenda politique, dans l'agenda institutionnel. Ça pourrait peut-être se lire également comme, disons, un coup de pouce que le chef de la mouvance ait pu donner aux 4 partis politiques en lice. Et quand nous savons surtout que dans notre pays, le Bénin, les déterminants du vote également tournent essentiellement autour donc de tout ce qui est attrait au social, tout ce qui a trait aux données, disons, aux efforts que les gouvernants font pour soigner les maux, pour soigner donc les fragilités que nous observons auprès de nos concitoyens. Je crois que, encore une fois, cette question de revalorisation serait un argument dominant qui va peut-être jouer dans le choix de nos concitoyens. Parce que si nous voulons peut-être minorer le poids de cet argument, il va falloir s'assurer que derrière, effectivement, que la majorité de nos concitoyens n'ont pas pour référent de vote, disons, tout ce qui touche directement à leur ventre. Et là, nous parlons du ventre, de la bouche et tout ce qui va avec. Alors, Moïse, est-ce qu'il serait malhonnête de surfer sur cet argument ou sur cette action-là comme argument électoral? Non, pas du tout. Ce n'est pas malhonnête. C'est une action du gouvernement. Le gouvernement vend bien son action. Mais encore une fois, je pense que ce ne sera pas un argument déterminant. Pour 2 raisons simplement. La première, il ne s'agit que du secteur public. Vous avez à peine 5% des travailleurs dans le secteur public. La plus grosse masse vient du privé. Donc, même si les 5% de leur entièreté allaient du côté de la mouvance, je ne vois pas quel impact ça aurait si ceux du privé estiment que rien n'a été fait pour eux. Et que si on doit considérer cet argument par parallélisme, on considère que tout le privé, parce que rien n'a été fait pour lui, va de l'autre côté, vous voyez que le match est déjà plié à l'avance. Donc, je considère que cet argument ne va pas peser pour autant. Ceux qui estiment les plus émotifs, estiment que quelque chose a été fait et que pour ça, il faut qu'ils aillent dans le sens du gouvernement, ils iront. Mais je suis convaincu qu'il y en aura qui, bien qu'ayant reçu l'augmentation, bien qu'ayant profité de ça, diront que ça leur est égal et qu'ils iront plutôt du côté de l'opposition. Donc pour moi, ce n'est pas un argument qui va peser tant que ça, parce que c'est venu très tardivement. Ça aurait été fait depuis peut-être février, mars, avril, on pourrait encore l'exploiter mieux. Mais que ça fait à la veille des élections, je pense qu'il y en aura qui vont se laisser berner, d'autres non. Et de l'autre côté également, vous voyez tout ce que représente le secteur privé. C'est vrai que le gouvernement n'a pas la main tant que ça. Ce n'est que le patronat qui va décider, il y a des recommandations, des plaidoyers. Mais tant que ça va traîner à ce niveau, l'impact attendu du gouvernement au niveau du marché ne sera pas non plus le même. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont favorisés, que de l'autre camp, bon, c'est que leur sort sera décidé par d'autres personnes. Donc l'un dans l'autre, je ne suis pas certain que cet argument, même s'il sera utilisé, et sera utilisé de bonne foi et abondamment utilisé, je ne suis pas convaincu que ça va peser tant que ça, parce que le secteur public, ce n'est qu'une infime partie des travailleurs. Très bien. Ce que vous voulez dire rapidement, c'est
quand je parlais donc d'arguments dominants, je me focalisais sur les thèmes de langage, de communication au sein des partis de la mouvance. Alors, évaluer tout de suite l'effet que ça pourrait avoir sur le choix des électeurs, ça, c'est qu'au soir du 8 janvier que nous pourrions l'évaluer. De l'autre côté, n'oublions pas aussi que nous sommes dans une société où il y a aussi la notion du ruissellement économique et la notion donc de l'économie circulaire. Et donc, même si je suis complètement d'avis avec Moïse, que effectivement le poids des travailleurs qui sont dans le secteur public, ça fait à peine 5%. Derrière ces 5%, imaginez aussi tous ceux qui tirent des profits directs ou indirects de cette augmentation de la part d'un seul salarié. Et donc, si peut-être pas calcul mathématique, je n'en sais rien absolument, on pourrait dire qu'un seul travailleur nourrit peut-être 10 personnes. Vous voyez peut-être ce que ça représente, même si les 10 personnes derrière ne sont pas forcément des électeurs potentiels, il faut peut-être aussi considérer tout ça. Mais je continue de croire que pour évaluer vraiment l'effet quantitatif et puis l'influence de cette révalorisation sur le vote, attendons le soir du 8 janvier, nous verrons si l'usage qui a été fait de cet argument dominant, j'en suis convaincu qu'ils n'auront pas forcément d'autres alternatives. Et je profite pour finir sur la question en disant que lorsque nous demandons, rappelez-vous qu'en janvier, nous faisions un débat dans ce même studio avec les partis politiques présents. Et je disais déjà que ce qui devait être fait, c'est de rapidement présenter les projets de législature. Les projets de législature, les populations doivent savoir que même si des gens veulent le souffler sur, disons, les bonnes réalisations du gouvernement, le rôle fondamental du député, il n'est pas aux commandes directement. Et donc, si quelqu'un vient dire qu'effectivement, bon, écoutez, nous avons fait ça, il faut que les gens comprennent que le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter des lois, tout simplement, pour qu'on puisse commencer par avoir des comportements citoyens et avoir des choix raisonnés dans les urnes. Alors, que pense l'homme d'Internet de cette actualité? Que pensez-vous des revalorisations salariales annoncées par le gouvernement? Ils ont été sans doute nombreux à réagir. Maurice, t'entends, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ils ont été nombreux à avoir réagi et de façon globale, les arguments, les explications vont presque dans le même sens. C'est la reconnaissance à l'endroit du gouvernement qui a tenu sa promesse, mais surtout une préoccupation majeure, c'est la question du secteur privé. De nombreux internautes ont estimé que le gouvernement doit également faire un effort de ce côté-là pour que cette révalorisation salariale puisse toucher tous les Béninois qui sont travailleurs dans le pays. 3 commentaires globalement qui résument cette opinion qui est partagée. Je vais commencer avec Jean Kokou qui nous explique que la révalorisation des salaires est une très bonne chose pour les fonctionnaires de l'État. Mais ce dernier doit faire un effort pour les patrons des entreprises privées afin qu'ils puissent se mettre dans la danse pour le bonheur du peuple béninois. Cyril Toupé va dans le même sens. Il nous explique que, que mes sentiments sont bons par rapport à cette révalorisation des salaires des fonctionnaires. Ce qui m'a particulièrement marqué, écrit-il, est le fait que l'augmentation est considérable du point de vue des pourcentages et la prise en compte de tous les secteurs d'activité. Nous ne pouvons qu'adresser nos sincères félicitations au gouvernement pour avoir tenu sa promesse, conclue cet internaute. Et Sagbadia Ronis qui nous dit « Les temps sont difficiles, l'action de l'État est à saluer sur cette décision de révalorisation des salaires des fonctionnaires, mais cette mesure serait davantage appréciée si l'État appuie les employeurs du privé à s'y adapter soit grâce à des subventions ou par des crédits d'impôt. » Voilà, Rodrigue Herman Amégan, ce qui résume globalement les avis des internautes au sujet de la question du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice. Tonton, je pense qu'ils ont dit substantiellement ce qui a été brossé quelque peu sur ce plateau. Merci d'être passé. Nous relayons leurs avis. On se retrouve demain éventuellement pour continuer par décrypter justement l'actualité, probablement dans un autre domaine.